Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Dans la région forestière, les travaux de réhabilitation de la route Lolanzo avancent. Ce projet de construction et de bitumage est piloté par Henan Chine qui s'engage à respecter le délai contractuel. De la région forestière, nous irons sur les berges du fleuve Concouré à Dubreka où le top départ de la campagne nationale de reboisement a été donné ce matin. Cette préfecture abrite les deux grands barrages du pays, Kaleta et Swatiti. Naufrage au large des côtes guinéennes, le bateau de pêche Viking vient de sombrer avec à son bord 11 membres d'équipage. Pour le moment, 9 ont pu être secourus, les recherches se poursuivent. Bonsoir à tous. Infrastructure routière, le tronçon Lolanzo, frontière avec la Côte d'Ivoire, est en réhabilitation. L'ouvrage est financé par la Banque africaine de développement. Les travaux vont coûter plus de 4 milliards 400 millions de francs guinéens. Reportage lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaï. Sur une distance de 39,75 km, cette route d'intégration sous-régionale relie Lola à Danané. Située sur la nationale numéro 2 Zérékoré Lola, frontière Côte d'Ivoire, l'aménagement et le bitumage de ce tronçon en 2 fois 1 voie sont confiés au groupement de coopération internationale Henan Chine. Les travaux avancent à la satisfaction des populations qui magnifient les actions de développement entreprises par le chef de l'État, le professeur Fakonde. Le village est très content parce qu'avant nous on souffrait par la route. Quitter ici à Zor, c'était 15 000, Lola 20 000. Parce que s'il y a la pluie, le jour où il y a la pluie, non, la moto ne peut pas passer, même le camion, même le véhicule. Mais à l'heure là, tu peux quitter jusqu'à Lola, même dans 1 heure de temps que vous attirez sur la route. Même à Zor, vous avez 30 minutes. Mais à côté de Guidron. Ok, je salue le professeur Alpha Condé, toujours le début qu'il a fait. On attend tout le monde d'abord quoi. Cette route a une grande importance. Si on se met à énumérer toutes les importances que la route apporte aux communautés riveraines, on ne pourra pas finir. Mais il ne reste que le déplacement facile des citoyens, la mobilité entre les différentes communautés, l'évacuation de leurs biens sur le marché. Et ça changeait un peu l'aspect économique et le revenu par habitant des citoyens qui longent la route. Le gouvernement guinéen est soutenu dans la mise en œuvre de ce projet par la Banque africaine de développement BAD pour un montant de 47 millions de dollars, soit 427 milliards de francs guinéens. Vu l'état exactement du climat, de la route, tout ça mélangé, nous sommes en train de faire des travaux, superviser les travaux de protection. Vous avez vu, on a visité la zone de protection des talus dans la zone de PK30. Vous avez vu d'où part la fabrication de bitume au niveau de la centrale d'enrobé de l'entreprise. Vous avez vu également la mise en œuvre des accotements en bitume 0,10. Tout ça pour dire que les travaux vont exactement convenablement, tout se passe bien. Supervisés par le bureau d'études SIRA Ingénieur Conseil, ces travaux prendront fin en novembre 2020 et s'inscrivent dans le cadre du programme d'aménagement des routes en République de Guinée. Dans les grands bassins de production, le labour et d'autres pratiques agricoles connaissent des améliorations grâce au programme de mécanisation, une initiative présidentielle pour appuyer le monde rural. À Koundara, vous allez le voir, cet appui facilite la préparation des terres, une technique qui aide les producteurs à respecter le calendrier agricole. Reportage Fodé Camara. À l'extrême nord-ouest du pays, le potentiel en terre cultivable des plateaux du Badiar avoisine les 30 000 hectares. Aujourd'hui, le programme de mécanisation du labour réduit la pénibilité et soulage de nombreuses bonnes volontés attirées par les travaux champêtres. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai jamais produit. Je n'ai jamais fait un champ de riz. Mais ma venue à Koundara m'a amené cette année à faire 50 hectares de riz. Donc, c'est ma première expérience. Et tout ça parce que j'ai été encouragé et motivé par le président de la République. L'objectif du président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est œuvrer dans l'intensification de l'agriculture en République de Guinée. Et pour une bonne intensification, il faut une mécanisation. À cause des effets du changement climatique, les pluies de ce grand bassin de production sont très capricieuses. Dès la deuxième quinzaine du mois de juillet, les plaines de Kamabi ou de Yukunkun sont inondées. Le temps de préparation du sol est très court.
Aujourd'hui, ce coup de pouce des tracteurs de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural aide les paysans à respecter le calendrier agricole. Vraiment, ça nous a beaucoup rangé parce que nous, souvent, avec les baies, on ne peut pas travailler. On ne gagne pas. L'arrivée des tracteurs, là, on est très, très content. On remercie M. le Président infiniment. Infiniment, parce que vraiment, on avait trop souffert. Ceux qui viennent avec tracteur, nous, qu'on fait un peu d'hectares, là, on ne gagne pas avec lui. On n'a pas le moyen d'acheter le tracteur. Mais avec ça, tu verses l'argent, il vient, il travaille pour toi sans problème. Tu ne prépares même pas pour le manger. Bon, la Verda aussi nous a beaucoup rangé. Parce qu'un hectare, nous, on va couper 700 000. Tu prépares le riz, valeur 300 000. Après, tu sers le corps pour attacher. La Verda a enlevé tout ça là. Tu viens avec ton sac, tu mets, tu leur payes, on te met dans ton sac, tu coudes. On travaille avec le paysan. L'année passée, c'était 450 par hectare. Cette année, le chef d'État il a amélioré ça. Il dit on n'a qu'à faire par hectare à 300 000. Sur 300 000, on paie le chauffeur, on paie le carburant sur les 300 000. Voilà. Au-delà des tracteurs, un parc d'une centaine de moissonneuses-batteuses est aussi mis à la disposition des paysans pour faciliter la moisson et réduire les pertes dues au manque d'équipement. Il nous faut beaucoup de machines, beaucoup de moissonneuses et beaucoup de rizeries pour transformer. Et beaucoup d'usines de transformation. Parce que vous constatez même beaucoup de pourriture de tous nos produits. Ce n'est pas transformé. Dieu nous a donné la chance, nous avons des terres agricoles, nous avons la pluie. Donc c'est la transformation. Donc, vous voyez les mangues qui pourrissent, toutes ces mangues-là étaient conservées et transférées. Il y en a qui ont besoin de ça, c'est de l'argent pour nous. L'une des parfaites illustrations du riche patrimoine agricole inexploité de Koundara est la plaine d'Alkémé de plus de 2000 hectares. Une plaine dont une bonne partie est aujourd'hui valorisée par le président de la Chambre nationale d'agriculture. Et puis la campagne nationale de reboisement, le coup d'envoi est donné à Dubrika. Cette préfecture abrite les deux grands barrages hydroélectriques du pays, Kaleta et Swapiti. C'est justement aux berges du fleuve Konkouré que la campagne a été lancée. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Pendant que le lac Swapiti se remplit localement, sur les berges du fleuve Konkouré, la carbonisation et l'agriculture sur brûlis ne connaissent aucun répit. Les risques d'érosion sont grands et la santé du fleuve compromise. Pour protéger le fleuve et ses nombreux barrages, le reboisement de 50 hectares à Taïkbé, dans le Dubreka, est lancé. Et regardez un peu, il n'y a pratiquement pas d'arbres ici. Et si 1 an, 2 ans, 3 ans s'ajoutent, finalement on finit par perdre le cours d'eau. Donc nous avons décidé, même pas à Kaleta seulement, même pas à Swapiti, tous les barrages, n'est-ce pas, qui nous produisent de courant, nous avons décidé de les protéger par le reboisement. Aujourd'hui, notre ambition est plus grande. Nous entendons faire plus que ça, ce n'est pas facile, mais on le fera. Donc on ne peut pas espérer justement avoir de l'énergie sans protéger l'environnement. Toute la population de Tondon a veillé au reboisement et aussi a veillé à la protection de l'environnement parce que sans les arbres, il n'y aura pas d'eau, sans l'eau, il n'y a pas de barrage. La mise en terre de ces plans dits d'urgence marque le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement. Cette année, la priorité est accordée aux têtes de source et berges de fleuves comme le Konkouré, le Niger ou le Milo. Avec le Mélina, 2 ans, 3 ans, pratiquement ça peut couvrir la zone. Donc c'est ça parce qu'il y a certaines espèces dont la croissance est très lente, nous ne pouvons pas opter pour celle-là. Ça ne peut pas se faire sans l'implication, sans la prise de conscience des communautés qui sont avant tout les premiers bénéficiaires. Et donc c'est pour cette année, les actions de reboisement qui seront réalisées se feront avec l'implication, la participation de la jeunesse des villages riverains. Au-delà des opérations de reboisement, l'évaluation des plantations réalisées l'année dernière est annoncée. Plus de 3000 hectares avaient été reboisés à l'échelle nationale par des ONG de jeunes. La protection et l'entretien des jeunes plants sont des impératifs pour la réussite du processus jusqu'à la maturité des essences actuellement en croissance.
Santé, l'actualité outre le coronavirus, c'est la 4e journée d'éducation thérapeutique. Le rendez-vous a eu lieu au centre SOS Drépano. Tous les acteurs impliqués dans la chaîne de traitement ont échangé autour de la prise en charge de cette maladie en Guinée. Adiatou Bari. Ils ont en commun la drépanocytose, mais les facteurs aggravateurs de la maladie ne sont pas cernés par tous. Chez certains parents de malades et même porteurs de la pathologie génétique, les crises spontanées par exemple sont mal comprises. Ce tableau clinique régulier chez les drépanocytaires plonge de nombreux parents dans une tristesse. Et l'éducation thérapeutique est donc l'un des moyens qui les aide à comprendre comment vivre avec la maladie. Je suis très ravie d'être ici parce que ce que je ne savais pas, j'ai su. Par exemple, mon enfant a SS. Quand Dieu la donne longue vie, quelqu'un sort pour l'épouser. Je vais lui dire de faire, l'examen. Cette thérapie, ça m'a beaucoup plu. Parce que là, je vois que je ne suis pas le seul qui souffre de cette maladie. Et ça me donne la force de résister à ma maladie à moi. Donc là, aujourd'hui, je sais aussi c'est possible d'avoir des enfants qui sont des porteurs sains. À une condition que je me marie à une femme qui a la génétique AA. Pour cette 4e journée d'éducation thérapeutique, la connaissance des parents sur l'intérêt du dépistage de la drépanocytose avant le mariage est testée à travers une fiche d'évaluation. Les différentes réponses données permettent aux éducateurs thérapeutiques d'aborder la thématique principale de la séance, le dépistage précoce de la pathologie en Guinée. Sur la problématique, c'est la reconnaissance des signes cliniques de la maladie qui est mise en avant. C'est la présence de gonflement des mains et des pieds, c'est ce qui est le plus apparent et qui fait penser des fois que l'enfant est tombé. Le deuxième signe, c'est qui ne se voit pas tout de suite, c'est l'anémie, c'est le manque de sang. Et le troisième signe, la douleur au niveau des membres supérieurs, inférieurs, la coloration jaune des yeux et des urines. Donc il est important de mettre en place un dépistage néonatal de la drépanocytose. Cette initiative du centre SOS Drépano vise à soutenir les patients drépanocytaires dans la gestion de leur maladie. Cela passe par le respect du suivi médical et des mesures hygiéniques pour favoriser une espérance de vie chez les personnes porteuses de la maladie héréditaire la plus répandue au monde. Promotion des gestes barrières dans la lutte contre le Covid-19. La NSS et la coopération allemande GIZ installent des jeunes médecins dans 10 centres de santé. Ces bénévoles, au nombre de 55, apprennent aux visiteurs le lavage des mains et autres gestes de protection. Une campagne qui a permis d'instaurer de bonnes pratiques dans les structures sanitaires de proximité. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Ils sont 55 jeunes médecins en situation de classe à offrir leurs services dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Depuis 3 semaines maintenant, ces bénévoles sont déployés dans 10 centres de santé de la capitale. Leur rôle, contrôler le respect systématique des gestes barrières dans le but de minimiser les infections dans ces structures sanitaires de proximité. Ces jeunes apprennent également aux visiteurs le processus de lavage régulier des mains et sur comment enlever son masque en toute sécurité. On les montre comment se laver les mains, comment porter les masques, comment encore ôter. Par exemple, quand on porte le masque et qu'on se rend dans le public, après avoir rentré à la maison, on ne doit pas toucher les masques comme ça, là. Comme ça, on ne sait pas ce qui s'est déposé ici. Bon, on les montre comment ôter les masques et laver les masques là, encore comment se laver les mains, comment respecter en un mot les gestes barrières. Dans les centres de santé bénéficiaires de ce programme, l'arrivée de ces jeunes a contribué à changer la perception de certains sur la pandémie du coronavirus, même si des cas de réticence sont encore d'actualité. Nous avons assez de difficultés, vous savez que le Guinéen est un peu difficile à gérer. Vous avez vu tout à l'heure comment les tiraillements se font pour le problème de bavette, sinon nous avons des kits ici. Et nous avons reçu une équipe ici et l'équipe là vraiment c'est une équipe dynamique. Je crois que maintenant ces mesures sont bien adaptées et les citoyens s'exécutent, ils sensibilisent. Je crois que c'est la meilleure chose qui nous a arrivée depuis la Covid-19.
En dépit des progrès enregistrés dans la lutte contre le Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et la coopération allemande GIZ restent mobilisées dans le cadre du renforcement du dispositif de prévention dans le pays. Outre la promotion des mesures de protection individuelle, cette campagne sensibilise également les citoyens à fréquenter les établissements hospitaliers. Il y a une certaine faiblesse de la fréquentation dans nos structures sanitaires et donc les soins doivent continuer, que ce soit la vaccination des enfants, la CPN, la consultation prénatale pour les femmes et toutes les autres maladies pour lesquelles nous venons consulter dans les centres de santé. Donc on doit pouvoir continuer. Les communes de Dixine, Ratoma, Matam et Matoto qui enregistrent l'essentiel des cas de Covid dans la capitale sont concernées par la campagne. Une campagne qui prend fin dans quelques jours. Et puis ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Communiqué conjoint de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il a été constaté que de plus en plus de véhicules sortant du Grand Conakry sont munis de fausses attestations Covid-19 pour passer les contrôles et se rendre à l'intérieur du pays. Ces méthodes constituent non seulement une violation des dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, mais également une infraction en faux et usage de faux sanctionnée par le Code pénal. En conséquence, toute personne fabriquant, utilisant ou tentant d'utiliser de tels documents pour se soustraire aux restrictions imposées par l'état d'urgence ou le Code de santé publique se verra appliquer les peines prévues par la loi. Les syndicats de transporteurs ont été informés de la mesure et ont réaffirmé leur pleine collaboration avec l'ANSS et les forces de sécurité dans le cadre du respect des mesures visant à empêcher la propagation du Covid-19 à l'intérieur du pays. L'Agence nationale de sécurité sanitaire rappelle que le dépistage du Covid est gratuit et qu'il est possible de le faire au lieu suivant. Pour les voyageurs à la gare routière de Matoto, à la gare routière de Bambeto et au CMC de Matama. Pour les chauffeurs et apprentis des gros camions au camp Kwame Nkrumah. Pour les camions-citernes au centre de dépistage de Tombo. Par ailleurs, 4 autres centres seront ouverts dès ce lundi pour les transports en commun. Il s'agit de la gare routière de Yimbaya-Bougie, la gare routière de Madina, la gare routière de Matam et à Gomboya. Le gouvernement en appelle une fois de plus au sens de responsabilité et au civisme des citoyennes et citoyens en général et des voyageurs en particulier. Ont signé l'Agence nationale de sécurité sanitaire et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et puis pour apporter plus de précision à ce communiqué, je reçois le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le ministre, pour être plus précis sur ce communiqué, vous avez parlé à 2 reprises de sanctions. Et que peut-on, les transporteurs qui vont essayer de déroger à ces tests, à quoi s'exposent-ils? Alors tout simplement, comme vous l'avez dit dans ce communiqué, aux sanctions pénales. Le faux et l'usage de faux est sévèrement sanctionné par le Code pénal, d'autant plus que là, on se trouve dans un contexte d'état d'urgence et qu'il faut que les Guinéens comprennent, en tout cas ceux qui veulent contrevenir à ces mesures de restriction, comprennent que leur urgence ou leur empressement n'est pas supérieur à la santé publique des Guinéennes et des Guinéens. C'est pour ça que ce type d'irresponsabilité sera sévèrement sanctionné, aussi bien par ceux qui fabriquent ces documents que ceux qui les utilisent. Que prévoit la loi dans ces cas de figure? Ça va jusqu'à des peines d'emprisonnement qui ne peuvent être prononcées que par le juge, mais ça va jusqu'à des peines d'emprisonnement et à des amendes très fortes. Voilà un peu à quoi s'exposent ces personnes-là et on ne souhaite vraiment pas arriver jusque-là, mais nous sommes prêts à y aller puisque là, ça devient totalement irresponsable et dangereux pour la santé publique et pour la lutte contre cette pandémie. Avec votre permission, Madame Camara, j'aimerais passer le deuxième message qui est en droite ligne avec ce premier-là sur le relâchement que l'on observe. Ce relâchement dans le port des masques notamment, et je suis devant vous avec ce masque justement pour encore en témoigner, pour que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, à savoir les forces de l'ordre, prennent conscience qu'ils doivent être exemplaires dans ce cas-là. Et aujourd'hui, malheureusement, il revient de constater que plusieurs agents ne se plient pas à cette discipline-là. Et ça aussi, nous avons émis des circulaires, des messages radio. Nous sommes arrivés au stade où maintenant ce sont les chefs d'unité et les commandants qui seront tenus personnellement responsables du non-respect des mesures barrières par les agents.
Outre ces menaces, monsieur le ministre, quelle autre approche peut-être plus diplomatique comptez-vous utiliser pour inviter ces transporteurs à se faire dépister? Je crois qu'aujourd'hui, il y a de la communication. Le président a demandé qu'on renforce encore cette communication pour que les populations adhèrent. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, ce n'est pas quand est-ce que finit l'état d'urgence, c'est quand est-ce qu'on se débarrasse de cette maladie et comment. Et nous sommes chacun individuellement responsables de la fin de cette épidémie et de la fin de sa propagation. Je crois que déjà, c'est déjà beaucoup pour que chacun en prenne conscience. Nous faisons tous des efforts. Certains plus que d'autres, mais nous faisons tous des efforts pour que cette maladie disparaisse du pays. Et il n'est pas question de laisser un certain nombre d'individus déroger à ces règles et mettre en danger toute la population. Et je le rappelle, cette obligation est encore plus forte quand il s'agit de ceux qui doivent montrer l'exemple, à savoir les agents des forces de l'ordre. Je rappelle que le masque, ça ne se porte pas comme ça. Ça ne se porte pas comme ça. Il faut protéger le nez et la bouche. Et malheureusement, on constate encore des gens qui font la moitié ou le tiers. Et tout ça, ça ne permet pas de protéger la population. Un dernier mot peut-être pour parler de l'organisation mise en place dans ces gares routières pour diligenter les tests de dépistage. Je dois, et vous faites bien de poser cette question, saluer les syndicats qui sont pleinement coopératifs pour l'application de ces mesures. Et effectivement, dans des gares routières et dans certains centres, ils sont ensemble pour le dépistage de ceux qui doivent voyager et ils respectent à la lettre les mesures. Donc ceux qui violent ces mesures ne le font pas avec le syndicat, ils le font contre le syndicat aujourd'hui qui est pleinement engagé à nous accompagner et à empêcher que des gens sortent de Conakry sans avoir leur test Covid-19. Merci, monsieur le ministre, d'avoir apporté des précisions. Ce journal se poursuit à Siguiri. Le gouvernement et ses partenaires de terrain poursuivent le combat en amont contre le Covid-19. Ils viennent d'adopter de nouvelles stratégies pour freiner la propagation de la maladie. Il s'agit de la distribution de masques de fabrication locale et le renforcement de la sensibilisation. La campagne va durer 1 mois. Les précisions avec Aboubakar Diaby, Eugène Dounamou et Fodé Bangali Fofana. À Siguiri, la campagne de sensibilisation et de distribution des masques de protection contre le Covid-19 est lancée. Elle a pour cible principale les populations des zones d'orpaillage des communes rurales de Doko et Kintigna. C'est une initiative de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de la GIZ sous financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement et de l'Union européenne qui vise à renforcer la résilience à la pandémie du Covid-19 des communautés locales qui regorgent des sites d'orpaillage dans la préfecture de Siguiri. Pour réussir ce pari, 20 000 bavettes de fabrication locale sont mises à la disposition de l'ONG Initiative pour la protection de la femme, de l'enfant et de l'environnement pour être distribuées dans les localités de Doko et Kintigna. La population accueille le projet, ils sont avec le projet, ils sont contents d'avoir des masques, ils sont contents aussi de les utiliser. Donc c'est quelque chose qui est vraiment salutaire et on pense qu'avec cet élan, on va freiner le risque de propagation de la pandémie Covid-19 au sein de la communauté à Tintia ici, de façon particulière, mais dans toute la préfecture de Siguiri. Ici, ces autorités locales et ces caravaniers sont tous mobilisés pour relayer à la population de cette zone aurifère très peuplée des informations sur les modes de transmission et les symptômes du Covid-19. Pour eux, cette stratégie va permettre de réduire considérablement le risque de contamination de la maladie dans la zone. Au nom du maire, nous remercions l'équipe qui est venue pour satisfaire notre commune aussi. Actuellement, on est en train de prendre les dispositions. Avec votre arrivée là, ça nous renforce de plus sur le terrain encore. Nous sommes contents de ce geste qui vise à nous préserver contre cette maladie. Ces bavettes, nous les porterons chaque fois dans les lieux publics. Cette campagne de sensibilisation et de distribution des masques de protection contre le Covid-19 va durer 30 jours. Et puis le 20 juillet dernier, l'ONU a commémoré la journée internationale Nelson Mandela pour la paix. À travers une visioconférence, les participants ont passé en revue l'héritage de l'ancien président de l'Afrique du Sud en vue de bâtir des sociétés plus justes et équitables. Le secrétaire général des Nations Unies a procédé à une remise virtuelle du prix Nelson Mandela aux lauréats, parmi lesquels notre compatriote Dr Maurice Anda Kouyaté. Le compte-rendu de notre correspondante basée à New York, Fatoumata Samoura.
Les Nations Unies célèbrent la journée internationale Nelson Mandela. Coronavirus oblige, la cérémonie s'est déroulée sur une plateforme virtuelle, marquée par l'hommage rendu à ce dirigeant historique de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et la remise du prix Nelson Mandela 2020 au lauréat, la grecque Mariana et le guinéen Dr Maurice Sanda Kouyaté. C'est le couronnement de plusieurs années de lutte pour la promotion et la protection des droits de la femme et des jeunes filles. Il l'a mérité et nous souhaitons plein succès dans la poursuite de ses efforts. Créé en juillet 2014 par l'Assemblée générale de l'ONU, le prix Nelson Mandela reconnaît les exploits des femmes et hommes qui consacrent leur vie au bien-être de l'humanité à travers la promotion des buts et principes de l'ONU. Avec ce prestigieux prix, Dr Maurice Sanda Kouyaté se dit plus que jamais engagé pour la cause de la gente féminine. Son objectif à court terme est d'amener les victimes elles-mêmes à se défendre contre les pratiques traditionnelles néfastes qui affectent leur santé. Je voudrais solennellement dédier ce prix Nelson Mandela à ces deux jumelles de Tougué et puis à ma mère qui m'a aussi accompagné, à ma famille qui m'a accompagné, aux femmes et aux filles de la Guinée, de l'Afrique et du monde. Je vais faire de ce prix une arme entre griffes pour aller combattre encore les mutilations génitales féminines. J'irai encore de pays en pays, j'irai rencontrer encore les chefs d'État, les premiers ministres, des leaders religieux, des communautés et des simples gens pour leur dire que nous devons penser à la valeur que représente Nelson Mandela et nous mettre devant cette lutte pour éliminer ces pratiques. Fort d'une expérience acquise en 35 ans de lutte contre les mutilations génitales féminines, d'une reconnaissance planétaire et des alliés comme Jorge Fernando Branco, ancien président du Portugal et lauréat 2015 du prix Nelson Mandela, le directeur exécutif du comité interafricain pense que la victoire est à portée de main. Félicitations Dr Maurice Sanda Kouyaté. Afarana Plan Guinée et la coopération allemande équipent les directions préfectorales de l'éducation en matériel informatique. Les fournitures sont estimées à plus de 120 millions de nos francs. La remise des équipements a réuni plusieurs responsables de l'éducation de la localité. Moussa Bangora. La région de Farana bénéficie de l'accompagnement de Plan International Guinée et la coopération allemande KfW. Ces institutions ont offert des équipements informatiques et des engins roulants destinés aux structures décentralisées du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la région de Farana. Plan International voudrait féliciter les heureux récipiendaires et formuler le vœu que les moyens logistiques ainsi que les équipements informatiques sont exploités à bon escient dans l'intérêt supérieur des enfants, des jeunes et des filles de la région de Farana. Nous voudrons vous rassurer que notre organisation continuera d'investir dans des programmes et des actions qui ont un impact durable et déterminant sur la vie des millions de filles et de jeunes femmes. Vraiment un signal fort que nous venons de recevoir pour dire que la coopération entre Plan Guinée et le gouvernement guinéen est au beau fixe. Nous sommes très satisfaits et nous avons demandé à la DPE de mettre tout en œuvre pour que ces outils soient utilisés à bon escient et que des mesures soient prises pour sécuriser maintenant de façon permanente les bureaux, les infrastructures pour que de tels sinistres ne se reproduisent plus. Le coût de ces matériels est estimé à 123 millions de francs guinéens. Pour ces responsables de l'éducation de la région de Farana, ces outils viennent à point nommé car ils contribueront à la rapidité des travaux et le stockage des données. Tout le monde sait l'importance des outils informatiques pendant des examens par rapport à toutes les opérations. Si cette inquiétude est dissipée
par le don de Plan Guinée. C'est une réparation au niveau de la DPE de Farana. Pour parler des engins roulants, chaque DPE a reçu 6 motos et ils ont pensé au coordinateur des APAE préfectorales. Ces APAE sont aussi d'une importance capitale dans les préparatifs des examens qui pointent à l'horizon. Aujourd'hui, la DPE de Dinguiraye, les différentes DPE de la région sont satisfaites vu cette donation. Certaines sous-préfectures sont à plus de 100 km des chefs-lieux des préfectures. S'il faut que ces DSE s'investissent dans les différentes écoles comme il le faut des engins, il faut des moyens. Et le plan Guinée vient de doter nos DSE, la DPE. Ce dont fait suite à un partenariat fécond entre la région de Farana et la coopération allemande KfW dans le domaine de l'éducation de base et au drame survenu à la DPE de Farana au mois de mai dernier, causant des dégâts matériels importants. Autonomisation des jeunes, la société civile s'implique. Elle vient de lancer une formation pour un groupe de jeunes. Les filières ciblées sont la saponification et la teinture. Autre centre d'intérêt, la lutte contre le coronavirus. Yaya Silla, Mounir Bari. Ils sont venus des 5 communes de la capitale. Ces jeunes diplômés des institutions d'enseignement supérieur s'approprient des notions d'entrepreneuriat et d'autonomisation. La saponification est l'un des métiers qu'ils apprennent pour relever les multiples défis liés à leur employabilité. Nous avons initié ce programme-là pour aider nos sœurs et aussi nos frères, bien sûr, diplômés sans emploi, à profiter de cette pandémie, comme l'a dit le président de la République, qu'à chaque pandémie, on peut en faire une opportunité. Donc c'est une opportunité pour les jeunes, pour les femmes, à venir, n'est-ce pas, s'approprier de cette technique de saponification pour les permettre d'avoir une unité de production, n'est-ce pas, afin de lutter contre le chômage. Ma motivation ici, c'est pour mettre un plus sur mon CV et apprendre beaucoup de choses. On ne peut pas se baser sur une licence seulement ou sur un seul métier. Il faut qu'on essaie de passer sur plusieurs types de diversité pour assurer notre avenir. Au cours de la rencontre, la pandémie de coronavirus est aussi invitée dans les débats. Ces activistes de la société civile guinéenne œuvrent aux côtés de l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans la lutte contre la pandémie de coronavirus qui sévit dans le pays. Ce savon que nous produisons, son utilité c'est à 2 niveaux. Et nous voudrions profiter de cette pandémie pour former les jeunes à la vie entrepreneuriale, à entreprendre et à produire eux-mêmes, à commercialiser eux-mêmes. Dans les perspectives, ces jeunes comptent élargir ces actions à l'intérieur du pays pour freiner le chômage par le biais d'entreprendre et devenir son propre patron. Dernier virage, le bateau de pêche Viking vient de sombrer au large de la Guinée. Ce navire battant pavillon ukrainien était sous le coup d'une saisie conservatoire. Pour le moment, 9 des 11 membres d'équipage ont pu être secourus. Reportage sergent-chef Aboubakar Diaby de la presse militaire. Aussitôt informée, la brigade des unités flottantes de l'armée de mer a déployé une équipe de sauvetage sur les lieux du naufrage. Parmi les 11 membres d'équipage de cette embarcation, 9 ont pu être sauvés. 2, dont un matelot de la société Sony Pêche et un adjudant marin, sont portés disparus. La brigade des unités flottantes de l'armée de mer a dépêché aussitôt des sauveteurs à bord de ce bateau. Ils ont travaillé durement, voilà, jusque là nous sommes à bord de ce bateau. Le bateau Viking appartenant à une compagnie ukrainienne de pêche était sous saisie conservatoire au large des côtes guinéennes. Immobilisé depuis 2 ans suite à un litige entre la compagnie et la société Sony Pêche, le bateau ukrainien a sombré ce vendredi au tréfonds des eaux guinéennes. Pour nous, il fallait d'abord chercher à secourir les hommes, les vies humaines, ensuite localiser le navire. Comme je vous le disais, c'est aux abords des îles de l'Os, donc c'est un peu près du chenal d'accès des grands navires de commerce au port de Conakry. Si certaines dispositions avaient été prises, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il est temps maintenant que la justice prenne toutes ses responsabilités pour que ce dossier soit clos, parce qu'il y a un deuxième navire qui est là. Et qu'est-ce qui va advenir si les dispositions ne sont pas prises? Pour le moment, les sauveteurs marins poursuivent activement les recherches afin de retrouver les 2 portés disparus.
Un reportage de sergent-chef Aboubakar Kamanou de la presse militaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes qui se retrouvent aussi sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.